Salut à tous et bienvenue pour un nouveau top retour sous le signe de la légèreté avec La Ferme se rebelle. Ah, ce film que à peu près tout le monde déteste. Faut savoir que j'enregistre cette vidéo très à l'avance parce qu'à l'heure qu'il est, le film a eu tellement de voix et tellement d'avance sur les autres que ça m'étonnerait très fortement que quelqu'un d'autre supplante ça. C'est considéré par beaucoup comme le pire film Disney Animation Studios et je comprends très bien d'où ça vient, même si je suis pas du même avis. Parce que la plupart des films Disney, à quelques exceptions près, essayent vraiment d'avoir des enjeux assez forts. Même si ça arrive que ce soit terre à terre, souvent ça essaye de poser quelque chose de sérieux avec des enjeux vraiment prenants et qu'on arrive tout simplement à prendre au sérieux. Et La Ferme se rebelle est un des rares cas où ce n'est pas le cas. On sent vraiment que les ambitions de ce film sont vues à la baisse par rapport à la quasi-totalité des autres films Disney. Sincèrement, les deux seuls autres films qui atteignent ce niveau de petites ambitions sont pour moi, et je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est ce que je pense, Dumbo et les Aristochats. Voilà, ça part sur un ton tellement enfantin, tellement gaguesque, gratuit, ces deux films-là, que oui, je ressens pas de grands enjeux, j'arrive difficilement à prendre au sérieux, même les rares fois où ça essaye d'être sérieux, ces films-là. Parce que majoritairement ça essaye soit de faire du cartoon gamin, soit faire des gags, de gimmicks, de personnages en pensant en second plan à l'histoire. Le fait est que oui, La Ferme se rebelle a des ambitions très faibles. Et je le reconnais aux films Disney que j'aime moins, ils ont plus d'ambition, ils essayent d'aller plus loin que ça, que ce soit Atlantide ou Taram et le Chaudron Magique, ça essaye de partir sur une ambiance plus mature, avec des enjeux plus poussés, plus réfléchis, qui essayent d'être plus sérieux. Et la différence entre ces films-là et La Ferme se rebelle, c'est que je trouve qu'ils se foirent complètement dans ce qu'ils veulent faire passer, que ce soit Atlantide ou Taram et le Chaudron Magique. Surtout Taram et le Chaudron Magique, ça se foire tellement dans la narration, ce film, pour moi. Alors que, d'un autre côté, La Ferme se rebelle, étant donné qu'elle a des ambitions très faibles, arrive à les exécuter majoritairement acceptablement. Le problème, c'est que voilà, ce sont des ambitions très faibles, avec un cadre qui vole pas haut, tonnes d'éléments grotesques, si je devais résumer ça en deux mots. Ridicule. N'empêche que si on arrive à entrer dans cette ambiance gamine du film, je vais pas nier que c'est exécuté de façon correcte une bonne partie du temps. Ça veut faire passer un univers très coloré et léger. Et si on accepte les moments gags, surtout au début, qui sont bien lourdingues, je peux pas dire que c'est mal fait, je peux pas dire que c'est extraordinaire, puisque de toute façon ça vise pas l'extraordinaire ou le vraiment un tant soit peu recherché, mais pour le moyennement basiquement recherché que ça fait, ça le fait passer acceptablement, quoi. Ce qui fait que je peux très bien comprendre qu'on se sente insulté par ce film, parce que voilà, Disney, les grands créateurs de dessins animés, genre la plus grande compagnie d'animation qui existe, qui nous propose ça. Ce truc qui ne cherche pas à aller très haut, c'est gavant, je comprends très bien les gens qui en veuillent à ce film. Mais tout à fait personnellement, j'ai tendance à un peu préférer les films qui ont des ambitions restreintes, mais qui arrivent à s'y tenir correctement, que les films qui ont de plus fortes ambitions mais qui se foirent complètement en voulant les faire passer. Un des gros problèmes que j'ai avec Dinosaur par exemple. Dinosaur a de très bonnes ambitions, des ambitions très fortes, mais à de nombreux moments il les foire complètement. Personnellement, et c'est ce qui fait que je lui préfère légèrement La Ferme se rebelle. Voilà. Néanmoins, je reconnais très bien que si vous voyez plus dans un film les ambitions et l'importance qu'elles peuvent avoir, je comprendrais très bien que vous préfériez des films comme Dinosaur ou Atlantide à La Ferme se rebelle, je comprendrais très bien. Le fait est que je ne vais pas non plus dire que c'est un film réussi. Comme je l'ai dit, le début pose de façon un peu trop poussée le côté gamin au point où ça en devient légèrement insultant. J'en ai déjà parlé dans mon top 10 des pires scènes Disney, quoi, le passage
où Maggie se présente à la ferme est affreux. Les personnages de la ferme sont lourdingues, si on compte pas les 3 vaches. Et il y a un passage dans une taverne où elles se battent contre des danseuses. C'est excessif, ça sert à rien, c'est chiant ça. Il y a pas mal de passages excessivement gamins, qui sont exagérés, tout simplement, même avec la prémisse que vous instaurez. Et c'est par rapport à ça que je veux partir. Cette prémisse vole pas haut. À quelques moments, elle amène à des moments très bêtes et lourdingues, mais à plusieurs moments, elle amène à des passages qui sont tout à fait plaisants si on est vraiment pris dans cette ambiance légère et gaguesque, colorée qu'on veut créer. Et c'est un peu sur ces moments-là que je vais revenir parce que pour moi, je ne trouve pas que ce soit un film affreux, l'un des pires qui soit au monde. Il arrive à être moyen, vaguement acceptable dans l'absolu. Avec certains de ses passages, certains de ses personnages qui arrivent à être divertissants, pas sensationnels, pas ultra marquants, mais sincèrement divertissant, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti pour les 8 meilleurs points de La Ferme se rebelle. Numéro 8, la parodie de scène Far West. Ça fait partie de ces moments que l'ambiance légère réussit bien pour moi. Cette scène de western qu'on a vue à plusieurs reprises dans énormément de films, qui est reprise ce coup-ci avec nos mammifères à Pi, et honnêtement, si vous trouvez que de voir des pies de près c'est dégueulasse, vous n'avez pas suivi grand-chose dans votre vie. Non, je veux dire, ça va, hein, y a pire que ça quand même. Le décalage qui se crée entre le ton sérieux de ce genre de duel et les personnages qui y prennent part est pour ma part plutôt bien réussi, et ça apporte une petite scène de 10 secondes sincèrement drôle. Numéro 7, course-poursuite dans les mines. Ça appuie bien le ton farfelu du film en évitant d'aller trop loin dans le grotesque comme ça a malheureusement tendance à le faire à quelques reprises. Et pour ma part, c'est fun, voilà, c'est rythmé, il y a énormément de choses qui se passent. On a plusieurs parties, on passe de l'un à l'autre avec un vrai peps, une vraie dynamique, c'est entraînant. C'est très efficace comme scène gaguesque, cartoonesque. Et même si le final est un peu trop invraisemblable, c'est honnêtement, je pense, la bonne dose de farfelu qu'il fallait avoir pour rendre ce film vraiment divertissant tout du long. Malheureusement, ils sont partis dans le gamin et le ridicule excessif à plusieurs moments qui a un petit peu plombé le film. Mais ce moment-là, pour moi, c'est le niveau cartoonesque qu'il fallait conserver pour être sincèrement divertissant. Numéro 6, les petites chansons d'intro entraînantes. Oui, on a 2 chansons d'intro qui sont plutôt rythmées. La première qui présente l'univers global et la seconde qui présente le lieu de nos personnages principaux, l'enjeu de nos héroïnes qui sera mis en place. Et je vais le dire, les paroles volent pas haut du tout. Les gens sont super méchants, va plutôt planter les choux dans les champs. Ouh, mais d'une part, ça reste très entraînant, et d'autre part, ça permet d'amener de façon relativement efficace le ton que prendra le film. Bon, ce sera malheureusement un peu trop appuyé par certains moments très discutables, mais c'est néanmoins des petits airs sympathiques qui vous permettent d'entrer un peu dans le bain. Numéro 5, une affection sincère. Avant de m'étendre un peu là-dessus, j'aimerais revenir rapidement sur nos 3 héroïnes qui ne sont pas dans cette liste, même si indépendamment, elles sont acceptables. Ce ne sont pas des mauvais personnages indépendamment, mais je le redis, j'en ai déjà parlé, leur dynamique de trio ne fonctionne pas. C'est un peu le problème. C'est pour ça que je les compte pas, parce que étant donné qu'elles fonctionnent très majoritairement en trio, ça n'a pas beaucoup d'impact en fin de compte, et ce ne sont pas de bons personnages dans l'absolu, ce ne sont pas des personnages affreux ou quoi que ce soit, mais s'il y a bien une chose que je peux donner à nos 2 vaches en dehors de Maggie et aux animaux de la ferme qui sont saoulants, c'est le fait qu'ils éprouvent une affection sincère envers leur propriétaire, leur maîtresse, dont j'ignore le nom et je m'en fous, mais quand même, ça pose très bien la base des motivations de personnages qu'auront nos 2 vaches. Sachant que les motivations de Maggie sont aussi posées
assez efficacement. Je les ai pas mises dans cette liste, mais oui, les motivations de Maggie sont pas mal non plus. Et tous ces moments où on les montre s'attacher à leur propriétaire, à la soutenir quand elle a des coups durs, ça montre vraiment la tâche qui s'est créée au sein de cette ferme et qui rend un petit peu, vaguement touchante, l'aventure vers laquelle partiront nos trois héroïnes. Je ne comprends pas très bien, à nouveau, si les autres animaux de la ferme aiment autant leur maîtresse que Calloway et Grace, pourquoi ils sont pas partis eux, mais bon, c'est pas plus mal qu'ils soient pas partis, parce qu'ils sont chiants, mais c'est un petit détail. Le fait est que je comprends un petit peu la peine de nos personnages et ce par quoi ils passent par rapport à leur lien affectif avec leur propriétaire. Leur propriétaire qui, en soi, n'est pas très intéressante, mais dès lors qu'on montre son attachement envers ces animaux est relativement touchante. Numéro 4, Alameda Slim et compagnie. Oui, j'aime bien Alameda Slim, c'est pas un des plus grands méchants Disney, clairement il sera jamais dans ma liste, mais il arrive à être relativement efficace, tout du moins si on compte pas la fin. Mais la fin est un peu trop ridicule pour moi. C'est vraiment dommage qu'il soit parti sur cette note-là, mais tout de même, il a de très bons moments comiques, puisque c'est majoritairement un méchant comique, notamment par rapport à son tempérament colérique et sa cupidité. J'aime beaucoup la façon dont on introduit son personnage avec cette fausse identité de Monsieur Y. Odell, une petite référence à ce qui se passera plus tard. Et de nombreux moments de colère, de cupidité de sa part qui passent très bien. Grande partie avec ses acolytes qui, pris à part, sont pas très intéressants, mais ils ont un côté bêta qui comprend rien à rien, qui donne un côté duo efficace avec notre méchant qui s'impatiente un petit peu de leur connerie. C'est très sympathique et très drôle à de nombreux moments, et c'est clairement pas la plus grande comédie qui soit, c'est évident, mais ça parvient à me faire rire sincèrement à plusieurs moments, et je peux pas nier que si un méchant comique arrive vraiment à me faire rire, et je sais pas à me faire ressentir une pitié immense comme un certain méchant que j'ai vu il y a très longtemps de ça, c'est un point positif non négligeable qui mérite d'être noté. Numéro 3, Buck, le meilleur personnage du film, sans conteste. Pour moi, il a un peps, une énergie, une envie d'accomplir ses rêves d'héroïsme qui est à la fois très louable et à la fois très drôle puisqu'il en fait des caisses. Et ça s'inscrit bien dans le ton déjanté, léger qu'on veut poser sans aller trop loin dans le grotesque comme à nouveau ça a été fait à plusieurs moments, et je pense que c'est autour de lui qu'on a les meilleures blagues. Que ce soit par rapport à son fanatisme invétéré, sa vantardise sans limite, il a de nombreux moments tout à fait cocasses qui marchent bien et qui font que je regrette un peu que ce soit juste un personnage secondaire et pas le héros principal, je vous le cache pas. Oui, c'est un peu dommage quand le personnage de héros ou les personnages de héros dans le cas présent sont supplantés par les personnages secondaires au point que qu'on veuille pas voir nos personnages de protagonistes et qu'on préfère le personnage secondaire à la place. C'est un problème non négligeable quand un film en arrive là, mais néanmoins Buck reste très drôle, très déjanté, et il donne vraiment envie qu'on le suive. Chacune de ses interventions est un des moments les plus fun du film. C'est pas un personnage très profond ou quoi que ce soit, mais il est suffisamment sympathique pour qu'on se souvienne de lui et que ça reste un point vraiment positif du film. Numéro 2, le dilemme autour de Rico. Ça va encore être un cas d'élément qui est surtout louable par son idée que par son exécution, je vous le cache pas. Rico est le chasseur de primes adulé par Buck qui a énormément aider la loi. Et j'apprécie énormément le dilemme qu'on crée autour de lui à la fin. On apprend que c'est pas seulement le chasseur de primes gentil qui capture les suspects, mais quelqu'un qui profite de la loi pour se faire de l'argent et qui répond surtout aux plus offrants. Et c'est très intéressant, c'est amené de façon un peu discutable, j'en ai déjà parlé dans ma critique, mais c'est très intéressant parce que cette figure, ce modèle qui a façonné toutes les aspirations de Buck, se trouve être en fait un mensonge, une façade. Et lorsqu'il l'apprend, Buck, il se voit
posé à un choix. Suivre cette personne qu'il a adulée toute sa vie en renonçant aux valeurs qu'il a vues en lui au départ, ou suivre les valeurs qu'il a vues en lui au départ en renonçant à cette personne qu'il a adulée toute sa vie. C'est très intéressant et ça amène sur le papier un très bon arc de personnage, une très bonne conclusion de personnage. Malheureusement, c'est secondaire. C'est un peu le problème que j'ai avec ça, c'est traité de façon secondaire. À aucun moment on essaye d'appuyer ça, ça va trop vite. Et c'est franchement dommage parce que dans l'idée c'était très fort. Je reviens sur ce que j'ai dit dans le point précédent, si on avait centré l'histoire sur Puck, si ça avait été lui le héros, si on n'en avait rien eu à foutre de cette histoire de ferme avec les vaches qui veulent sauver leur propriétaire, tout ça, si on était vraiment centré sur Puck, il y aurait eu moyen de créer un très bon arc de personnage, une conclusion vraiment saisissante, où il apprendrait à suivre un modèle en tant que valeur à suivre, mais pas en tant que personne. Ça aurait été très bon, ça aurait été une excellente conclusion de personnage. Et ça le montre dans le film, seulement voilà, c'est fait un peu rapidement et ça n'a pas autant de poids que ça aurait pu avoir. Néanmoins, je peux pas nier une seule seconde que c'est une excellente idée sur le principe, et que si ça avait été bien instauré, vraiment bien instauré et bien exécuté, ça aurait pu être une très bonne intrigue. Et numéro 1, sans surprise... Oui, moi je... J'adore ce passage! À nouveau, il faut vraiment entrer dans le film avec l'esprit qu'on va avoir quelque chose de léger qui ne cherchera pas à voler très haut. Et quand on a cet esprit-là, pour moi, c'est un moment cartoon gag excellemment réussi. Parce que l'air est entraînant, ça reprend un style musical très singulier qui a été amené mais qui surprend bien la première fois qu'on entend ça. Il y a pas mal de délires dans cette scène qui sont un petit peu what the fuck, mais what the fuck fun, vous voyez. Contrairement à la scène des éléphants roses qui est juste un délire qui permet, excusez ma vulgarité, au dessinateur de se branler sur l'écran. Oui, c'est vraiment ce que je pense tellement ça n'apporte rien ce truc-là. Ça apporte quelque chose, ça s'inscrit dans l'histoire. On lance le mystère sur comment Alameda Slim a pu capturer tous ces troupeaux de vaches et de bœufs aussi facilement sans être pris. On donne la réponse. On présente le personnage, on présente ses capacités, on présente ses acolytes, on présente l'état d'esprit de tout le monde, on met en place un élément qui jouerait un rôle plus tard dans l'intrigue. C'est très bon en termes de mise en scène et ça s'inscrit très bien dans l'histoire. Et ça apporte un moment de fun sincère qui permet au dessinateur de se lâcher en aidant réellement l'intrigue. C'est quelque chose que je respecte bien. C'est pas une des plus grandes scènes de tous les temps ou quoi que ce soit. Je reconnais qu'on a fait bien plus profond que ça et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a un peu plus drôle que ça si on regarde des films comme Cusco ou autre. Mais dans le cadre du film, c'est pour moi intelligemment pensé. À nouveau, si on arrive à entrer dans le cadre léger que ça instaure, c'est une condition importante, je le reconnais. Et voilà tout ce que ce film réussit à accomplir sincèrement pour moi. Ce ne sont pas des moments extraordinaires pris à part, mais pris ensemble, ça parvient à contrebalancer de façon acceptable, juste, les choses qui ne vont pas dans ce film. Je comprendrais aisément que vous n'ayez pas accroché à l'ambiance légère qui a été posée par ce film et que les ambitions à la baisse vous posent problème, j'en suis pleinement conscient. Pour ma part, c'est pas un film que je me reverrai souvent, ça c'est clair, mais il y a certains de ces passages que ça ne me gênerait pas une seule seconde de revoir. Ne serait-ce que la fameuse scène du yodel. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que se termine ce top retour. Pour le mois prochain, exceptionnellement, je vous demande de ne pas voter en commentaire parce qu'il y a un top retour un peu spécial qui est déjà prévu. Si vous avez un peu suivi l'actualité de ma chaîne, vous devriez avoir une petite idée de quel top retour il s'agit. J'en dis pas plus, je vous laisse faire vos conclusions en commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bye!